Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Donc vous êtes sur ma chaîne, donc moi je suis April. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu qu'on était 3000 maintenant, je me présente, donc je suis April, je suis autiste. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps, 2 ans et demi à peu près. Et à partir de mon diagnostic, donc j'ai décidé de créer cette chaîne pour proposer mes réflexions en fait sur l'autisme, parce que moi quand j'étais dans une démarche de diagnostic, je n'arrivais pas à trouver sur internet un contenu dans lequel je me retrouvais. Et donc je m'étais toujours dit que si je suis diagnostiquée officiellement, je crée un contenu pour que les gens puissent un peu avoir des billes quoi, et que surtout on puisse échanger entre nous, parce que je trouve qu'on est assez isolé quand on est en démarche diagnostique et quand on est auto-diagnostiqué, et même quand on est diagnostiqué en fait, on est isolé tout le temps. Donc c'est bien de se rassembler, de pouvoir échanger sur ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, etc. Donc c'est vraiment l'objet de cette chaîne. Donc je précise aussi que cette chaîne n'a aucune valeur scientifique, aucune. Je n'aime pas les statistiques, je n'aime pas les études, je n'aime pas les... Voilà, j'aime pas tout ce qui est scientifique. Moi je préfère vraiment parler de mon ressenti, parler de ce que je traverse tout simplement. Voilà, c'est valide que pour moi. Si vous vous reconnaissez, tant mieux, mais si vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave non plus. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas autiste, puisqu'il y a autant d'autisme que de personnes autistes, et là je ne vous parle que de mon autisme à moi. Voilà, autre chose aussi, c'est que cette chaîne, c'est vraiment un petit complément dans ma vie, donc c'est pas du tout mon activité principale, hein, même si j'essaie de poster régulièrement, parce que j'ai toujours envie de vous parler. C'est pas mon activité du tout, hein, parce que je ne suis pas rémunérée par rapport à ça, hein, même si vous voyez des pubs passer, non, je ne suis pas monétisée, voilà. Et ça m'est égal en fait, hein, c'est pas pour ça que je le fais. Mais juste voilà, pour vous préciser que du coup ça me prend quand même pas mal de temps et d'énergie sur mon quotidien. Et moi je suis enseignante en fait, mon vrai travail c'est d'être professeur de français à temps plein, au collège, en remplacement, cours, voilà. Donc tout ça fait que parfois, mon propos n'est pas aussi très rigoureux ou très cadré, que j'ai pas des super miniatures de fou YouTube, que j'ai pas un slogan, parce que voilà, j'ai pas le temps de m'occuper de tout l'aspect technique et je m'en excuse. Bon, si mes vidéos paraissent un peu amateurs. Voilà, et je précise aussi que depuis la rentrée de septembre, je suis une formation de psychologie dans une école, hein, parce que je vais pas reprendre des études de psycho à la fac. Et donc, à travers cette école que je fais à distance, j'ai des cours de développement psycho-affectif de l'enfant, de cas cliniques, de psychanalyse aussi. Bon, voilà, il faut bien faire des cours un peu de psychanalyse en France. Mais en tout cas, différents cours de psycho qui m'aident aussi à nourrir ma réflexion et qui me permet aussi du coup de pouvoir échanger avec vous si vous le souhaitez. Sur un créneau d'1 heure, etc. Parce que dans ce cas-là, si c'est quelque chose de planifié, moi je peux du coup m'organiser pour vous et je peux vous accorder mon temps, voilà. Mais il faut quand même qu'il y ait des règles et un cadre, parce que sinon je pense que je serais sous l'eau très très souvent. Voilà, donc cela étant dit, on va maintenant parler du sujet qui est le développement personnel. Bon, bien sûr, j'aurais aimé faire une vidéo beaucoup plus cadrée, avec plein de notes, et après avoir lu plein de bouquins et tout, mais j'ai pas du tout l'énergie en ce moment, donc ça va être très freestyle, je m'en excuse. Mais voilà, c'est quand même un sujet qui trotte dans ma tête depuis plusieurs semaines, voire mois, et je sais qu'à un moment donné, il faut que j'en parle, donc c'est le moment, voilà. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas forcément parler de la psychothérapie, je la détache du développement personnel, mais je vais potentiellement faire des liens. Je ne vais pas non plus parler de la psychanalyse, ni de la thérapie brève, mais là encore, c'est possible que je fasse des liens. Enfin, je vais surtout m'attacher au champ du développement personnel, qu'on appelle aussi les médecines alternatives, qui soignent à la fois le corps et l'esprit, voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas si la psychothérapie est comptée parmi le développement personnel. Donc déjà, un petit point vocabulaire. Le développement personnel, je n'aime pas du tout ce mot. Développement, ça me fait penser à l'émergence d'une start-up dans la Silicon Valley. Vous voyez le côté un peu, on va engranger des richesses, on va créer un business. Le côté capitaliste en fait. Bon, j'aime pas trop ce mot. Voilà, j'aime pas. Et je trouve qu'il est mal associé à personnel. C'est-à-dire qu'on va créer un business, on va développer un truc sur, en fait, quelque chose de très intime, quelque chose de très profond et personnel qui est l'être humain, la psychologie de l'être humain, les souffrances de l'être humain.
la vie d'un être humain. Voilà, les deux me paraissent un peu étranges, moi ça me met un peu mal à l'aise et ça m'inspire moins confiance que si la chose s'appelait connaissance de soi ou bien amour de soi. Là j'aurais déjà un peu plus confiance, voilà. C'est comme le mot gestion des émotions, j'aime pas trop, ça me fait penser à éco-gestion, une matière qu'il y a au lycée, vous voyez. Je serais plus confiante si ça s'appelait, je sais pas, acceptation des émotions ou ouais, être traversé par ses émotions, mais voilà, le mot gestion me dérange aussi. Mais bon, on va pas refaire tout le lexique. Donc, dans le développement personnel, du coup, qui j'inclus? Bah, j'inclus par exemple les sophrologues, les kinésiologues, les ostéopathes aussi qui font le côté émotionnel. Je vais sans doute en oublier, hein, excusez-moi, les réflexologues, les ceux qui font les soins un peu mémoire cellulaire, mémoire intrafamiliale, ceux qui se présentent en tant que thérapeute émotionnel et aussi thérapeute énergétique, vous voyez le côté énergétique, thérapeute des mémoires cellulaires ou bien thérapeute aussi de l'énergie quantique. Alors c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, hein, moi je ne remets... Enfin, franchement moi j'ai rien contre toutes ces professions, d'ailleurs je suis allée voir une kinésiologue, je suis allée voir une réflexologue, je suis allée voir une ostéopathe, enfin je la vois toujours d'ailleurs, donc c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est juste, voilà, c'est dans ce champ-là que vous allez trouver des personnes... Alors il y a aussi les homéopathes, qu'on peut peut-être inclure là-dedans, les masseuses, masseurs, c'est-à-dire plus qui font bah, les méridiens, tout ça. Ah, les acupuncteurs aussi. Donc les masseurs shiatsu par exemple. Voilà, enfin à peu près. Donc vous voyez un peu le tableau. Et bien sûr aussi ceux qui se présentent comme thérapeutes et les coachs. Bon, voilà, mais du coup pas les psychologues qui eux ont une formation académique longue et tout, ni les psychanalystes et ceux qui font les thérapies brèves, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils font des longues études parce que je sais que certains neuropsychologues et psychologues font des TCC. Donc je pense qu'ils sont du coup, c'est inclus dans leur formation. Et je sais que dans mon école, il y a aussi la formation des TCC. Donc voilà, bref. Et du coup, alors il y a plusieurs problèmes. Alors oui, je vais être un petit peu là pour critiquer, excusez-moi. Mais moi, il y a des choses qui m'ont énormément... des personnes qui m'ont énormément apporté hein, parmi ces thérapeutes. Notamment au niveau du corps. C'est vrai que le travail sur le corps, quand on est neuroatypique, on est un peu envahi par ses émotions, on est un peu dans son cerveau, dans sa phase réactive, parce qu'on est tellement débordé émotionnellement qu'au lieu d'avoir un côté rationnel où on va se poser, on va réfléchir de manière rationnelle à ce qu'on est en train de vivre, on va être complètement débordé et du coup on va souvent être en réaction émotionnelle. Et c'est là où du coup on est vulnérable, c'est là où du coup on peut se faire manipuler, où on peut être déstabilisé, où ça peut nous toucher. Et du coup c'est vrai que c'est bien avec les médecines alternatives, il y a la méditation aussi, voilà, j'avais oublié, parce que ça nous apprend à nous recentrer. Donc vous allez beaucoup entendre tout un vocabulaire qui va être on est centré, on est dans son centre, on est ancré aussi, on est ancré dans la terre, on puise dans l'énergie de la terre, etc. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que de faire des petits exercices de visualisation ou de méditer, etc., de faire un petit travail de respiration aussi, ça fait beaucoup de bien, ça permet de se recentrer sur son corps et ça marche en fait, hein, même si c'est pas forcément pérenne, mais sur le moment ça fait du bien, ça permet de se poser et ça donne des vrais outils. Donc moi j'ai fait un stage de méditation, donc si j'ai le temps je vous en parlerai à la fin, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à gérer, notamment quand j'étais dans une situation et que je ne savais pas comment gérer avec l'autre, que je me sentais agressée par l'autre. C'est très compliqué parce que ça va très vite, il faut savoir vraiment prendre du recul tout de suite, se positionner et ne pas finalement s'emballer. Ça c'est compliqué. Donc pour ça, les médecines alternatives, voilà, de faire des massages aussi, d'être massé, qu'on nous masse le corps, ça permet de se reconnecter à soi-même. Et en plus en tant qu'autiste, on a du mal souvent à savoir par quelle émotion on est traversé, par quelle sensation aussi on est traversé. Alors il y en a qui n'aiment pas être touchés. Voilà, mais moi en général j'aime bien en fait par exemple l'ostéopathie ça peut être assez brutal ou la chiropraxie et en fait moi j'aime bien alors que les massages qui sont tout doux, tout légers en fait moi j'aime pas du tout parce que ça me fait rien en fait, voilà. Donc moi c'est un peu au niveau de la pression, je préfère une forte pression qu'une faible pression, voilà.
mais bon, à la sensibilité de chacun. Donc pour le travail sur le corps, c'est très bien, et je pense même que quand on fait une psychothérapie et qu'on est neuroatypique, je pense même que ce serait un atout, ce serait très intéressant pour le ou la psychologue qui vous suit de proposer une approche intégrative, c'est-à-dire de vous proposer un vrai travail sur pas la gestion, sur le travail de stress et des émotions à travers la respiration, avec une sophrologue par exemple, ou bien avec une personne qui vous apprend à méditer. Vous pouvez aussi faire des stages ou être dans un groupe, où ça peut vraiment être en complément de la psychothérapie, parce que la psychothérapie ne peut pas non plus répondre à tous les besoins. Donc voilà, donc pour ça c'est bien. Autre chose aussi, bon, pour moi qui suis beaucoup allée voir les médecins, donc plutôt le côté très cartésien, et je m'en suis pris un peu plein la tête, pour pas dire autre chose, quand je suis allée voir les médecins et que j'avais des réactions émotionnelles fortes parce qu'en fait je relâchais la pression. Parce que si vous voulez, moi jusqu'à 28 ans, je ne suis pas allée voir de thérapeute, je ne suis allée voir que des médecins. Parce que je pense qu'il y avait un truc qui était bloqué, je m'autorisais pas à aller voir des thérapeutes. Ce qui fait que moi, ma seule solution en fait pour aller mieux, c'était je prenais, à un moment je craquais, donc je somatisais ou alors j'étais épuisée. J'allais voir un médecin et ce médecin me donnait un médicament ou bien me donnait un arrêt de travail. Et dans les pires des cas, j'allais à l'hôpital quand je faisais une grosse crise. Voilà. Et en fait, le fait qu'on prenne un peu soin de moi, qu'on me prenne un peu en compte, je pense que inconsciemment, ça me faisait du bien et donc ça faisait comme une soupape de décompression où d'un coup, je soufflais un peu et ça pouvait repartir. Donc voilà, donc j'ai fonctionné comme ça jusqu'à mes 28 ans, mais dans une autre vidéo sur l'errance diagnostique, vidéo numéro 1, je vous ai raconté aussi que les médecins m'avaient beaucoup crié dessus quand je pleurais dans leur cabinet parce qu'en fait je craquais, quoi, j'en pouvais plus. Quand j'essayais de leur expliquer que j'allais mal, donc il n'y avait pas la place pour dans les cabinets, donc c'est vrai que c'était compliqué. Donc quand vous allez faire du développement personnel, bon, l'avantage c'est que là vous avez quand même des personnes qui sont plus du tout dans le cartésien, qui vont pas juste vous donner des médicaments pour un symptôme, mais qui vont vous prendre quand même en compte globalement, notamment le corps et l'esprit. Donc ça peut être vraiment très positif, notamment je pense à l'acupuncture qui peut être très puissante, mais aussi tout en fait, la réflexologie. La réflexologie, moi je trouve ça très puissant, notamment par exemple pour apprendre à se relâcher et aussi quand vous avez un problème physique mais qui a aussi une cause émotionnelle, ou l'ostéopathie, mais l'ostéopathie avec des points d'acupuncture, voilà, ça peut vraiment faire beaucoup de bien. Après, il faut accepter d'entendre des choses parfois un peu perchées, parce que moi j'ai vu des thérapeutes qui faisaient des soins énergétiques, qui me disaient d'aller puiser dans l'énergie de Gaïa, la Terre, en faisant ce geste de puiser comme ça, en imaginant que je prenais racine dans le sol, et puis ensuite que j'allais projeter l'énergie dans le ciel, enfin voilà, donc c'est sûr que quelqu'un qui est très cartésien, il va se dire non mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, ça va pas. Et d'ailleurs, il y a des thérapeutes qui m'ont fait des soins, qui m'ont à peine touchée, et je vous assure que j'avais des sensations de fou. Je me rappelle une thérapeute qui m'avait fait un soin énergétique, en fait j'avais l'impression de planer au-dessus du lit sur lequel j'étais. J'avais l'impression d'être en apesanteur, et d'ailleurs ma tête, en fait, me faisait mal, était lourde, parce que j'avais l'impression qu'elle n'était plus tenue, vu que c'est comme si j'étais en l'air, en lévitation. Donc imaginez un peu. Pareil, il y a un autre soin que j'avais fait où en fait je sentais comme des fluides chauds qui me traversaient dans le corps pendant que la thérapeute passait sa main. Et c'était aussi très intense en fait, c'était réel, c'était pas... Voilà, donc il faut être ouvert à ce genre de soins, voilà. Ça peut faire beaucoup de bien, ça peut pas faire de mal, mais par contre, oui, je vais quand même préciser après, parfois le côté un peu toxique de ça, voilà. Mais bon, pour ça, c'est aussi une autre approche. Voilà, moi je suis pas quelqu'un de fermé d'esprit, moi j'étais au Sri Lanka, on m'a parlé de fantômes, on m'a montré des photos de fantômes, on m'a dit il y a eu un fantôme cette nuit. Voilà, moi j'ai pas remis en question, je crois les gens, je respecte les croyances des gens, etc. Moi je trouve ça intéressant, je me dis ok, pourquoi pas, c'est une autre vision des choses, pourquoi pas. Tant qu'on n'essaie pas de m'embrigader, vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà, mais c'est vrai que c'est une certaine philosophie qui plaît pas à tout le monde. Parfois il y a un côté aussi, je peux pas tous les matins me lever, puis aller puiser dans l'énergie de la terre parce que j'ai plein de choses à faire. Il y a un côté un peu déconnecté de la réalité.
Et d'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais dire par rapport à la psychothérapie, mais je vais le dire tout de suite parce que peut-être que je vais l'oublier. C'est que la psychothérapie, ce qui me dérange aussi, c'est qu'en fait, on est dans un hors-temps. On est dans son fauteuil, confortablement installé, chez une personne en qui on a confiance, parce que sinon on la reverrait pas. Et en fait, c'est un peu un temps où on n'est pas totalement la même personne que dans la vie. Et du coup, je trouve que parfois le regard qui est posé sur nous, il est aussi biaisé à cause de ça, où en fait on a l'impression qu'on est calme, qu'on est serein, qu'on est heureux, mais en fait c'est juste qu'on est heureux parce qu'à ce moment-là, on se sent bien avec la personne, avec le thérapeute, on se sent en confiance, mais en fait ça représente pas forcément notre état intérieur du moment. Et après quand on sort dans la rue, quand on se prend toute la violence du monde, toute la violence d'une ville, et puis nos soucis qui reviennent en tête, ben en fait c'est là où finalement on se dit est-ce que le temps de la thérapie c'est un temps qui est vraiment, qui reflète vraiment la réalité du patient, voilà. Ou est-ce que finalement il n'y a pas un effet un peu on est un peu sous hypnose, on est bien, on parle. Alors d'un autre côté, on est dans le lâcher prise, mais en même temps, on n'est pas au cœur du danger. On n'est pas en train de vivre quelque chose de compliqué. Donc voilà, réflexion à part. Je reviens au développement personnel. Et du coup, bon, j'ai quand même constaté quelques petits soucis que j'ai eus avec le développement personnel. Notamment ma personnalité très anxieuse et très active qui a causé un peu des soucis. Des soucis, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les thérapeutes que j'ai commencé à voir, donc vers 28 ans, quand en même temps j'allais voir une psychologue, et de temps en temps, grâce à Groupon notamment qui proposait des tarifs un peu intéressants, je testais plein de choses. Donc j'étais allée voir une kinésiologue, j'étais allée voir une dame qui faisait des soins énergétiques, j'étais allée faire des massages shiatsu, etc. Plus tard, je suis allée voir une réflexologue. Beaucoup plus tard, je suis allée voir une homéopathe. Et avant la fin de mon arrêt maladie, j'ai fait un stage de méditation. Voilà, en gros, c'est ça que j'ai fait en plus. Et là, récemment, j'ai fait un peu de MDR aussi avec une autre thérapeute. Bon, voilà, donc j'ai fait pas mal de choses. C'est vrai que j'avoue que je suis devenue pas mal consommatrice de ça. Mais aujourd'hui, j'élimine vraiment... j'ai plus besoin, en fait, je me sens plus de faire toutes ces thérapies, parce que j'ai un peu tout testé. Ou alors, vraiment ponctuellement, quand j'ai un gros problème de santé, où j'arrive plus du tout à gérer mes émotions, bah là je me fais une séance voilà de... Ah oui, j'ai fait aussi des séances d'hypnose. Oui, ça je vais en parler parce que c'est... Du coup il y a eu des problèmes. Voilà, donc oui, du coup, oui, si j'ai une insomnie, bon là peut-être aller faire une séance ponctuelle, mais en travail de développement personnel, je pense pas. Alors moi je vais pas parler non plus du côté un peu toxique du développement personnel dans le sens positif toxique. Moi ça me touche pas, j'ai pas été impactée par ça dans mes rendez-vous avec les thérapeutes, j'ai pas trouvé que les thérapeutes étaient ouais on va faire du yoga, manger healthy, se lever à 5 heures du matin et boire des bols de thé toute la journée puis on va être heureux. Non, moi j'ai pas du tout eu cette histoire-là avec les thérapeutes, donc bon, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Après, s'il y a des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, bon bah moi ça me fait rien. Je me dis tant mieux si la personne est heureuse, si c'est son mode de vie, génial. Mais bon voilà, moi je suis pas comme ça. Je ne me lèverai jamais à 5 heures du matin, c'est mort. Voilà. Oui, donc le problème que j'ai eu, c'est mon hypersensibilité, qui était en fait perçue comme un échec pour les thérapeutes. J'avais l'impression que les thérapeutes, ils avaient une ligne, en fait ils avaient un carnet de bord, enfin je sais pas, ils avaient un truc très précis concernant certaines, mais en fait qui correspondait à certains types de personnes. Et moi je ne rentrais pas dans ces cases-là. Donc moi j'arrive hyper émotive, hyper anxieuse, avec toute mon énergie, mais vraiment dans le haut du corps, très à mentaliser et tout. Et puis du coup le thérapeute m'a dit ça va pas du tout, vous êtes trop haut, vous n'êtes pas dans l'énergie de la terre, il faut redescendre, il faut vous ancrer. Et elle commençait à me faire des exercices et tout, mais en fait ça marchait pas. Parce que, bon, il faut savoir que du coup, les personnes qui intellectualisent beaucoup, comme moi, c'est très difficile du coup de les faire revenir justement au moment présent, au corps. Enfin, ça prend du temps, c'est vraiment un travail de longue haleine, c'est un travail aussi, c'est une hygiène de vie en fait quotidienne, où en fait il faut essayer de méditer tous les jours, il faut essayer de travailler sa respiration tous les jours, voilà, comme j'ai déjà dit dans des vidéos sur l'anxiété. Et c'est pas en faisant quelques séances que ça va marcher. Et du coup, je me rappelle avoir fait 3 séances avec une kinésiologue. Et à la fin, elle a un peu pété les plombs en disant mais vous êtes toujours au même point. En gros, c'était
je sentais que mon fonctionnement c'était trop pour elle, que là elle était débordée par toutes mes, j'allais dire mes problématiques, mais c'était pas mes problématiques, c'était juste qui j'étais, qu'en fait voilà, c'était pas possible pour elle du coup c'était de gérer tout ça en même temps. Et d'ailleurs souvent le souci que j'ai eu c'est que c'était par rapport à mon fonctionnement, c'est que tout ce que j'étais en fait, ça, pour les thérapeutes qui vraiment travaillent sur l'instant présent, l'ancrage, le fait de respirer, de prendre son temps, ça va à l'opposition de moi. Moi qui du coup est plutôt dans une énergie très rapide, très saccadée, qui va vite, qui est toujours en train d'anticiper, mais de par son fonctionnement en fait, parce que c'est une façon de cadrer, de me rassurer aussi par rapport à l'anxiété. Donc, et en fait d'un coup on me disait non, non, mais là ça va pas, il faut lâcher prise, il faut être dans le moment présent, il faut essayer de... Et donc en fait, ça, la personne en face, le thérapeute, ne voyait pas que ce que j'avais et ce que j'étais, c'était pas un mauvais fonctionnement, c'était une stratégie d'adaptation par rapport à mon fonctionnement neurologique. Et en fait, changer ça, ça voulait dire potentiellement provoquer peut-être un effondrement ou un épuisement, ou en tout cas me fragiliser, parce que si j'avais plus mes cadres, si je pouvais plus anticiper pour essayer un petit peu de me protéger, clairement ça allait me mettre en difficulté. Donc c'est vrai que de mal connaître les fonctionnements neurologiques des personnes, la neuroatypie, c'est vrai que ça peut porter préjudice dans la thérapie. Alors là franchement, déjà ça porte préjudice dans la psychothérapie, et les personnes autistes qui ne disent pas à leur psychologue, qui ne disent pas à leur psychanalyste, avec la personne avec qui elles font une thérapie brève, ça porte préjudice pour moi. Mais pour les personnes qui font des médecines alternatives, on leur demande peut-être pas forcément ces connaissances, mais juste d'être à l'écoute. Et le problème, c'est que là, en fait, moi, ça me renvoyait que tout ce que j'étais, ça allait pas, ça allait mal, que je dysfonctionnais, que je faisais jamais ce qu'il fallait. Alors que par exemple, moi, j'ai une certaine hyperactivité. Donc moi, faire de la méditation, c'est presque une torture, en fait, pour moi. Me demander de me positionner pendant 1 heure pour méditer juste en écoutant le chant des oiseaux, moi, en fait, c'est la meilleure façon de m'angoisser, au contraire. Il y a certaines choses qui sont pas adaptées. Qu'en fait, pour les personnes qui sont hyperactives comme moi, je pense que le mieux, c'est plutôt que de rester immobile, c'est de marcher, c'est de justement se déployer dans l'espace pour essayer d'échapper à cette mentalisation, à ce cerveau un peu en ébullition, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on voyait toujours ma façon de fonctionner comme une chose négative, et on voyait pas aussi les aspects positifs, le fait que j'étais très réactive, que je voulais vraiment bien faire aussi à chaque fois, que j'étais capable d'entendre ce qu'on avait à me dire, de me remettre en question, et qu'aussi j'ai élaboré plein de choses. Donc même si à contrario la conséquence c'est qu'il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup aussi que j'étais pas dans mon corps, mais que souvent j'étais uniquement dans mon mental. Mais l'avantage c'était aussi que ça me donnait une vie très riche intellectuellement, et puis avec beaucoup de créativité, de projets. Donc en fait on voyait que le côté négatif, voilà. Après, l'autre problème que j'ai eu, c'est notamment le stage de méditation. Là où c'était pas du tout adapté, c'était aussi sur l'aspect physique. C'est-à-dire que souvent les autistes, en fait, ils ont des douleurs à rester debout, des douleurs à être assis trop longtemps au même endroit. Je pense qu'on en a déjà parlé sur cette chaîne de ça, de ces douleurs. Et là, en fait, je me suis retrouvée dans un stage qui était toutes les semaines, pendant 2 mois et demi, je crois. Et il y avait une journée, en fait, où on méditait toute la journée. Toute la journée, on médite. Et en fait, autant les jours où on se voyait 1 heure, 2 heures, ça allait parce qu'on méditait que 10 minutes, un quart d'heure, puis après on faisait le point, on discutait, et après on reméditait à nouveau. Mais là, c'était en fait, durant cette journée, on a dû méditer, peut-être un moment, on a dû méditer 2, 3 heures sans s'arrêter. Et on était assis, en fait, les genoux, les genoux croisés. Et en fait, c'est vraiment une journée où j'ai eu extrêmement mal au genou, j'ai eu extrêmement mal au dos, et j'ai trouvé que c'était vraiment très difficile de rester assise toute la journée à méditer, c'était une horreur. Et j'ai pas du tout compris en fait la consigne, parce que après quand j'ai dit à ma prof mais je peux pas rester comme ça immobile pendant 3 heures, c'est trop douloureux pour moi. Et en fait elle m'a dit mais le but c'est qu'à un moment donné tu lâches prise sur la douleur et tu ressens plus la douleur. Et du coup je savais pas quoi faire, parce que d'un autre côté elle m'a dit ça, donc d'un côté elle me dit ça, et de l'autre côté elle me dit mais en fait le but c'est pas d'avoir mal, donc si t'as mal il faut que tu bouges. Et en fait je savais pas quoi faire, du coup j'étais perdue, parce que est-ce qu'il faut aller que je bouge, et j'avais peur de casser le truc de la méditation,
ou est-ce qu'il fallait pas que je bouge et que j'essaie d'apprivoiser la douleur en me disant la douleur c'est une illusion de l'esprit, vous voyez, j'étais un peu perdue. Et puis aussi durant ce stage, on a fait la méditation pleine conscience, mais on a aussi fait plein de choses en pleine conscience. Notamment, on a appris à regarder le paysage en pleine conscience, à ressentir des choses en pleine conscience et à manger en pleine conscience. Et en fait, autant je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à méditer en pleine conscience, notamment à cause de mes douleurs, mais par contre, tout le reste, en fait, c'est comme si toute ma vie, j'avais toujours fait ça. Donc en fait, quand je mange, je suis toujours en pleine conscience. En réalité, j'apprécie les goûts, les saveurs. Je suis très sensible à ce que je mange, aux odeurs, aux textures, à tout. Et en fait, intuitivement, je sens en fait plein de choses. J'ai pas besoin de me mettre dans un certain état d'esprit. De la même façon, quand je suis dans la nature et que je vois la nature, j'ai pas besoin de me mettre dans un certain état d'esprit où je vais m'arrêter, où je vais me concentrer, tout ça. En fait, je suis déjà inondée par le paysage en quelque sorte. J'ai pas besoin de me poser. Et en fait, donc il y avait aussi des points positifs où j'ai vu que finalement j'étais bonne pour certaines choses et moins bonne pour d'autres, mais parce que aussi ces choses-là ne me correspondaient pas. Il y a autre chose aussi qui m'a posé problème lors de ce stage de méditation, c'est l'injonction à parler de ses ressentis. C'est-à-dire déjà, moi je me présente à la thérapeute, la coach, je sais pas comment on peut l'appeler, de méditation, en lui expliquant que j'ai des problèmes en ce moment, que je suis en arrêt maladie parce que j'ai fait un burn-out l'an dernier, que je suis très anxieuse notamment en société et tout. Et en fait, elle s'est pas vraiment adaptée à moi. Au contraire, elle m'a un peu... je lui ai dit aussi que j'étais en diagnostic d'autisme et que je savais pas. Et elle a un petit peu remis ça en question en disant oui, mais tu sais pas, ça doit pas être ça et tout. Donc déjà, bon voilà, c'était un peu... déjà d'emblée, elle remet un peu en question mon diagnostic et ma psy, donc c'était un peu maladroit. Et ensuite, pendant toute la durée du stage de méditation, en fait, il fallait méditer et après, il fallait parler de ses ressentis. Il fallait communiquer avec le groupe. Et ça, en fait, pour moi, qui ai du mal souvent à savoir ce que je ressens, et puis, et puis même si je sais, j'ai pas forcément envie de le communiquer, en fait, moi, j'avais jamais envie de communiquer sur mes ressentis. Et d'ailleurs, je voyais que les autres non plus n'avaient pas trop envie à chaque fois, de parler de ses ressentis, fallait toujours ressentir, mais du coup c'était une sorte d'injonction à ressentir, que du coup il fallait faire des exercices toute la semaine où il fallait essayer de ressentir plein de choses. Et en fait moi c'est le contraire, moi je ressens trop de choses. Moi tout me transperce, donc en fait une injonction à ressentir, mais je ressens déjà trop. Moi au contraire ce qu'il faut c'est apaiser justement mes sens, c'était pas ressentir. Donc là il fallait parler de ce qu'on ressentait, alors j'arrivais quand même à parler un petit peu, mais c'est vrai que en fait c'est devenu un peu malsain parce qu'au début c'était vraiment une sorte d'écoute bienveillante où chacun pouvait parler à tour de rôle s'il le souhaitait ou pas, mais il n'y avait pas vraiment d'injonction. Sauf qu'à un moment plus personne n'a parlé parce qu'en fait je sentais qu'on ne pouvait pas 5 fois par jour dans la soirée parler de ses ressentis après chaque exercice, c'était pas possible. Et du coup la prof en fait est devenue un peu agressive, ça l'a un petit peu énervé qu'on fasse ça. Et du coup c'est passé de ah alors vous allez être là, parler de vos ressentis, et puis on est toutes là à écouter, on est toutes là à se soutenir, à maintenant c'est qui la prochaine qui veut parler, vous allez toutes passer et tout, vous inquiétez pas. Enfin, donc en fait c'est devenu une sorte de tyrannie du ressenti, où elle nous obligeait à parler de nos ressentis et tout à tour de rôle, et à la fin même du stage et tout, en fait il fallait qu'on fasse une sorte de bilan et de dire ce que ça nous avait apporté et ce que le groupe nous avait apporté, et sauf qu'en fait il y avait une sorte de règle pendant le stage où fallait pas trop qu'on se parle les unes les autres. La seule communication qu'on avait, c'était avec la coach. Mais en fait, c'était un peu pour nous protéger, pour pas qu'il y ait de jugement ou de mauvaises choses et tout entre nous. Enfin, je sais pas, je pense que c'était ça. Mais du coup, à la fin, quand elle nous a demandé ce que ça nous avait apporté d'être dans le groupe, en fait, toutes les filles étaient là à dire heureusement que les autres filles étaient là, ça nous a trop apporté le groupe, on était toutes ensemble à vivre ça et c'était vraiment une belle aventure. Et en fait, moi, je trouvais ça hypocrite parce que je me disais, mais on se connaît même pas. Je me rappelle, aujourd'hui, je me rappelle même plus leur prénom, ni de leur visage. Je sais rien de leur vie. Alors non, en fait, on n'a rien partagé. C'était superficiel et c'était même super malaisant de voir 8 personnes une fois par semaine pendant 2 mois et demi et de à peine se parler. Moi, ça m'a gênée. Et du coup, moi, j'ai dit ça, en fait, pour être honnête, j'ai dit... au final, moi j'aurais préféré être seule, j'avais pas besoin du groupe, enfin voilà, donc j'étais un peu cash, un peu brute de décoffrage, voilà, comme seul c'est le faire un autiste, et forcément ma prof de méditation elle l'a très mal pris,
Et donc ça s'est terminé qu'elle est venue m'agresser en me disant un truc très passif-agressif en fait, et que du coup j'ai terminé en étant en larmes, en rentrant chez moi en voiture, en larmes, voilà. Donc là ça s'est mal passé, il y avait des choses toxiques qui n'allaient pas. Et par rapport aux autres thérapeutes que je vois, que j'ai vus, bon je vois leur tournée mais je continue un peu, désolée ça va être un peu long. Il y avait aussi plusieurs problèmes, et je pense que c'est un peu ce que vous attendez en réalité, donc vous avez bien fait d'attendre 30 minutes pour que j'en parle. C'est quand vous venez parler d'une souffrance, d'un problème, mais vraiment par exemple d'une situation de maltraitance familiale ou amicale ou amoureuse ou n'importe quelle situation de maltraitance, ou une situation où il y a eu de l'abus, ou il y a eu de la manipulation, et que vous venez en fait en parler à un thérapeute. Et souvent le problème qu'il peut y avoir avec ces thérapeutes qui sont pas toujours très formés sur ces questions-là, notamment sur la question de l'emprise, sur la question aussi de la pédagogie, de comment ça s'étend dans le temps en fait, à quel moment on écoute et à quel moment on essaie plus d'amener l'autre à réfléchir aussi sur lui-même, sur son propre comportement pour se responsabiliser. Et le problème de ces thérapeutes, c'est qu'ils sont pas dans cette temporalité-là. C'est que eux, souvent, ils proposent un truc très en une séance, ça va mieux. Ou un truc très problème-solution. Un truc très rapide. Et en fait, ça, pour des personnes qui ont des traumatismes très graves, très profonds et anciens, ça marche pas. Et vous, en fait, souvent, enfin, moi, souvent, j'allais voir des thérapeutes. Je me rappelle être allée voir la même kinésiologue. Et en fait, tu vas avoir parlé de mes problèmes familiaux. Et sa réponse, c'était mais il faut pardonner maintenant. Ou alors, sa réponse, c'était à une homéopathe que j'avais vue plus tard. Sa réponse, c'était mais vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils ont reçu. Et ce genre de phrase, en fait, je trouve ça très toxique parce que c'est comme si ça niait la souffrance de la personne, en fait. Ah oui, j'ai aussi eu plus grave, j'ai aussi eu une thérapeute qui m'a dit que je me victimisais. Alors là, c'était totalement un hors-sujet sur moi. Je suis désolée, mais là, elle était tombée à côté, la pauvre, parce que, en fait, moi, toute ma vie, au contraire, je me suis sentie coupable de tout. C'était même pathologique, hein. Je me sentais coupable. S'il y avait un accident en face de moi, je me disais c'est ma faute, c'est moi qui ai provoqué l'accident. Enfin, je sais pas, mais ça allait vraiment très très loin. Donc, en fait, je me sentais coupable de n'importe quoi, de n'importe qui, de tous les problèmes du monde. Et au contraire, je ne me victimisais pas. Et en fait, en racontant mon histoire et mes difficultés, ce que j'essayais de faire, c'était de changer mon positionnement et justement de sortir de ce côté un peu toxique, de ce rôle un peu toxique dans lequel j'étais enfermée, et de dire, en fait, il y a eu une situation abusive que j'ai vécue, et du coup, voilà, je vous en parle. Et elle a interprété ça comme si je voulais m'enfermer dans un rôle. Et en fait, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est pas pareil d'être victime et de se victimiser. En fait, se victimiser, c'est quand ça dure dans le temps, on ne veut pas sortir d'une situation dans laquelle on s'est enfermé soi-même, en fait, pour se donner un rôle parce qu'on veut veut pas passer à autre chose. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la première étape d'un processus de guérison qui est j'interprète, je vois là où est la maltraitance, je vois où est le comportement abusif envers moi, et donc je reconnais que je suis victime. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, il y a d'autres étapes où vous allez en fait progresser et où vous allez effectivement être amené à pardonner. Mais là encore, je vais revenir aussi sur le pardon parce qu'il y a un gros biais aussi sur le pardon, à pardonner ou pas, ou en tout cas à lâcher prise sur ce qui vous est arrivé, sur ce que l'autre vous a fait. Mais c'est un long processus. Et c'est ça que je trouve du coup très bien dans la psychothérapie, c'est que dans la psychothérapie, en fait, c'est long, mais du coup, ça vous laisse le temps de cheminer, de dire que ça ne va pas, de le redire, de dire que vous avez compris, que vous allez mieux, et ensuite de replonger, de dire que ça ne va pas, et vous avez le droit. Et en fait, j'aime bien parce que ça prend vraiment en compte le fait que l'être humain, il n'est pas comme ça en train d'évoluer. L'être humain, il est comme ça, et hop, il retombe un peu, il recommence, et hop, il retombe un peu. Ou alors c'est spiralaire en fait, ça, vous avez des cycles en fait dans une vie, et parfois bah voilà, vous êtes dans un cycle où finalement ça vous revient dessus, ça vous refait souffrir parce que la plaie n'est pas totalement cicatrisée, mais il y a forcément une raison à ça. Et que si vous allez voir un thérapeute qui est mal formé sur ces questions-là, mais qui vous bloque en fait d'un coup en vous disant non mais là vous devez pardonner, en fait c'est comme si il donnait du crédit à l'agresseur. Donc c'est comme si finalement on allait toujours, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi, on a toujours ce réflexe de venir
entre guillemets, protéger les personnes qui agressent et de venir dénigrer et remettre à sa place les personnes qui tentent de dénoncer les comportements agressifs, les comportements problématiques. Je sais pas pourquoi, mais bref. Et donc vous arrivez avec votre histoire, vous souffrez, et en fait vous avez un thérapeute qui va vous bloquer et qui va vous empêcher finalement de venir déposer ce qui vous fait souffrir. Et en réalité, nous, ce dont on a besoin, nous, ce dont on a manqué toute notre vie, souvent c'est la reconnaissance. Déjà, on n'est pas reconnu en tant que personne différente, en tant que personne neuroatypique. Et on n'est pas reconnu aussi en tant que personne maltraitée par tout un système, par des codes, par une famille parfois, par des amis et tout, par un travail. On n'est pas, en fait, c'est un ensemble et on ne reconnaît pas ça. Donc on est totalement invisibilisé. Et si même les thérapeutes ils jouent ce rôle-là, ils continuent à vous faire porter le chapeau, à vous invisibiliser, là c'est toxique. Et donc c'est là où je trouve que c'est très problématique par rapport à ça. Et par rapport au pardon aussi, moi on m'a beaucoup dit, maintenant il faut pardonner à votre parent. Et en fait, dernièrement j'ai suivi des cours sur le pardon. Et j'ai compris ce que c'était réellement le pardon. J'avais déjà compris avant, mais là ça s'est confirmé. Et en fait, dire cette phrase, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont professionnels, mais dire il faut pardonner à quelqu'un, ça n'a aucun sens. On ne pardonne pas à quelqu'un. On se pardonne à soi-même, première chose. Mais on n'a pas à pardonner à une personne qui nous a agressés, qui nous a mis sous emprise, même si cette personne, elle est au fond du trou, elle va pas bien, elle a ses raisons. En fait, à un moment donné, quand vous faites une thérapie, vous apprenez à vous responsabiliser. C'est la première chose. Enfin, vous apprenez, au début, vous parlez de vos souffrances, vous parlez de ce qui vous entrave, ce qui vous blesse, etc. Puis après, vous apprenez à être autonome et à vivre avec vos blessures d'enfant, en fait. Et ce que vos parents n'ont pas fait, c'est ce que vous essayez de faire en thérapie. C'est ce que vous avez le courage de faire en allant voir ces thérapeutes. C'est-à-dire, arrêtez de se considérer comme victime et essayez justement de se responsabiliser pour ne pas reproduire un schéma. Et donc là, en fait, en plus, eux, ils vous disent le contraire. Ils vous disent que vous vous victimisez alors que vous essayez de changer en allant voir des thérapeutes. Donc c'est quand même un comble. Et par rapport au pardon, on peut pas, déjà on n'oblige personne à pardonner qui que ce soit. Le pardon c'est quelque chose de très très personnel. Et ensuite, le pardon c'est plutôt que pardonner à quelqu'un, parce que ça c'est un non-sens. Déjà c'est se pardonner à soi-même, c'est pardonner le fait qu'on se soit laissé faire, qu'on n'ait pas réagi, qu'on ne se soit pas assez respecté pour poser ses limites. Et c'est aussi pardonner dans le sens lâcher prise. Lâcher prise avec la colère, avec la rancune, avec la rancœur, pas pour l'autre, mais pour vous. Donc en fait, le pardon, c'est pour vous. C'est pas pour l'autre, en fait. Et là, ce que vous dit le thérapeute, alors peut-être qu'il manque de pédagogie. Peut-être qu'il vous a pas expliqué ce que lui, il voulait dire par pardon. Et que vous l'avez reçu comme, il faut que je pardonne à quelqu'un. Donc finalement, ma blessure, elle est niée et j'avance pas. Je ne sais pas, il y a peut-être aussi un problème de double sens dans le pardon. Mais en tout cas, pardonner à quelqu'un dans le sens excuser ses actes, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. Enfin, c'est pas du tout ce qui est recommandé en fait. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas excuser ses actes. C'est vraiment essayer vous de vous libérer de ça, de cette histoire et tout. Et après, moi, je pense que si on va voir un thérapeute, et qu'on va pas bien, et que à nouveau ça va pas avec telle personne ou tel membre de la famille, même si on en a parlé plein de fois, et on peut en fait encore en parler. On a l'espace pour en parler normalement en thérapie. Mais parfois, vous avez des thérapeutes en fait qui vont vraiment fonctionner de manière très brève. Il y a 10 séances, pas plus, qui vont vous donner des outils, qui vont vous dire après les 10 séances, c'est fini, je peux plus rien vous transmettre. Ou alors des thérapeutes aussi que vous allez voir ponctuellement. Et puis en fait, ça va pas être très profond, très creusé. Et du coup, ils risquent de vous donner des outils, mais qui sont mal adaptés à vous. Et qui sont aussi mal adaptés à votre sensibilité. C'est-à-dire que moi, souvent, je dis que les gens m'agressent, enfin que je me sens agressée. Et les thérapeutes entendent comme si je prenais personnellement les choses. Mais ça n'a rien à voir. En fait, moi, je suis hyper sensible. Donc moi, je me sens agressée, mais même pas forcément par les gens. Je sors dans la rue, je me sens agressée par les arbres. Parce que il y a du vent, ça fait du bruit, ça m'entrave en fait quand je suis fatiguée. Et donc en fait, il y a aussi un malentendu sur la sensibilité et aussi une non prise en compte des particularités des gens, des particularités sensorielles des gens, et aussi, je trouve un manque de prise en compte dans la durée
dans la globalité en fait de la personne et de ce qu'elle vit. Et plutôt que de lui dire en fait des trucs qui sont parfois très très violents, on devrait plus juste écouter. En fait, quand on est thérapeute, pour moi la première chose c'est d'être à l'écoute. Même si la personne elle dit des choses très dures envers une autre personne, bah il faut que ça sorte. Si elle est en colère, bah qu'elle soit en colère. Parce que là c'est l'espace pour. Et il n'y a rien de pire qu'une thérapeute ou un thérapeute que vous allez voir et où vous vous sentez censuré. Vous sentez que vous ne pouvez pas tout dire. Que vous allez avoir... il va y avoir des sujets que vous n'allez pas pouvoir aborder parce que le thérapeute ne voudra pas l'entendre. Ou vous sentirez qu'il ne sera pas prêt. Ça, pour moi, c'est grave. Et notamment pour l'autisme, c'est inadmissible qu'il y ait des personnes qui, du coup, rejettent l'autisme. Enfin, moi, on m'a déjà viré d'un cabinet parce que j'ai dit que j'étais autiste. Voilà, c'était une analyste. Ben ça, je vais en parler dans une autre vidéo. Parce que je pense que je vais en faire deux, voilà, vu que là, c'est déjà 40 minutes. En fait, c'est inadmissible qu'on ne se sente pas en sécurité dans un cabinet juste parce qu'on avoue comme si c'était un aveu. Mais non, on dit juste qui on est en profondeur. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et autre chose aussi, du coup, c'est par rapport à tous ces thérapeutes, c'est que ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. Parfois, c'est vraiment compliqué de trouver le bon thérapeute, donc on peut souvent changer. Et ça peut aussi être une longue errance pour nous de trouver la bonne personne qui nous convient, parce qu'en fait, ça va aussi être une personne avec qui on va se sentir à l'aise, on va se sentir libre. Et il y a autant de thérapeutes en fait que de patients, il faut trouver la bonne personne pour vous. Mais c'est vrai que certains thérapeutes, je trouve, ils jouent un peu le jeu de la société validiste et psychophobe dans lequel on est. Il y a certains thérapeutes qui n'acceptent pas que les personnes soient en arrêt maladie trop longtemps, qui les jugent, que des personnes soient dépressives pendant des mois alors que en fait c'est pas leur faute. Donc c'est très agressif aussi parfois pour nous parce que ce qui est censé être pour notre bien, en réalité parfois c'est plus, il faut que vous soyez conforme aux attentes de la société, donc on vous remet d'aplomb, mais pour que vous puissiez travailler, pour que vous puissiez offrir votre temps et votre énergie à la société, et pas pour votre bien. Comme s'ils cherchaient un peu à nous normaliser pour qu'en fait on fonctionne à nouveau bien dans la société, mais sans forcément qu'on soit très à l'écoute de nous-mêmes, etc. Donc voilà, à méditer, je termine sur ça. Et j'ai beaucoup parlé, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour réagir. Et je vous dis donc à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, si je suis trop fatiguée, pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. Salut!